Alors, le choix du cas d'étude d'aujourd'hui, celui des frères musulmans, n'était pas si simple à choisir. Au début, je voulais vous donner une vue générale sur le mouvement de la jeunesse depuis les années 2000 et les recompositions des réseaux militants au moment révolutionnaire. Et par là, je voulais surtout m'adonner à un travail de déconstruction de la notion de jeune et de sortir de cette vision un peu enchantée d'une jeunesse comme principale actrice de l'œuvre révolutionnaire. Ensuite, et après une discussion avec Giovanna, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de dresser une pluralité de trajectoires militantes de femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des pauvres et des riches, des militants aguerris et d'autres sans appartenance politique proprement assignée, pour vous exposer un peu qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette situation révolutionnaire. Et là, sincèrement, je me suis retrouvée devant un dilemme. De qui exactement parler et quelle histoire choisir? Toutes les trajectoires des femmes et des hommes que j'ai eu l'occasion de connaître et de suivre pendant mon enquête doctorale, toutes ces expériences partagées, les moments de victoire, de doute et de déception qui m'ont été livrés, méritent tous d'être racontés. Chaque histoire de vie et chaque trajectoire relève des particularités. Une personne qui vit dans un quartier spontané n'a pas la même expérience qu'une autre diplômée de l'université américaine du Caire. Une sœur musulmane ne s'engage pas forcément dans l'action révolutionnaire de la même manière qu'une socialiste révolutionnaire. Selon leur position sociale, leur histoire personnelle et leur expérience de la vie quotidienne, les actrices et les acteurs définissent et redéfinissent le sens de leur action, les interprètent et tout au long du moment révolutionnaire, ils vont négocier leur identité politique, celle du révolutionnaire. Enfin voilà le dilemme auquel j'ai été confrontée quand il était venu le moment de sélectionner 3 ou 4 trajectoires pour vous les exposer. Alors j'ai choisi de vous parler de la situation des militants et des militantes de l'organisation des FM, Frères musulmans, non pas pour écraser le dilemme de la pluralité des révolutionnaires et des actions révolutionnaires en essayant de vous exposer un seul type ou une seule catégorie, mais pour au contraire mettre en relief toute l'épaisseur de l'histoire révolutionnaire et ses espaces-temps hétérogènes. Comment les militants de l'organisation FM interagissent avec les autres révolutionnaires, dans quelles raisons militants ils s'engagent, comment ils sont reçus, inclus ou exclus des autres réseaux. Et puis, quelle conduite vont-ils avoir vis-à-vis de l'organisation à ce moment de changement? Choisir de parler aussi de ces jeunes qui ont bel et bien pris part à la révolution égyptienne est une nécessité réelle pour l'analyse de la complexité de nos sociétés contemporaines, surtout dans un contexte où les chercheuses et les chercheurs en sciences sociales soient menacés par des normes et des régulations qui cherchent à nous éloigner de la critique et qui mettent en cause notre esprit de sociologue. Bref, je vais pendant cette séance vous parler des trajectoires des sœurs et des frères musulmans qui se considèrent comme des car ils ont fait l'acte de dissidence de l'organisation pendant le contexte révolutionnaire. Donc, je vais partager mon écran. Donc, concernant moi, je préfère dire qu'ils sont en dehors de l'organisation, out of the box. Et c'est dans ce sens que je fais un clin d'œil à ce roman autobiographique d'Ahmed El Aghouz que vous voyez dans ce dispositif. Et puis, on va comprendre tout au long de cette démonstration pourquoi je préfère les appeler plutôt en dehors plutôt que des ex-frères musulmans. Plus précisément, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de Fatma, de Nour, de Mustapha et de Farid, 4 pseudonymes de 4 personnes qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'organisation des frères musulmans. Tout en examinant leur carrière militante,
Nous allons nous interroger sur les logiques de désengouement vis-à-vis de l'organisation et sur les mécanismes d'investissement de l'espace révolutionnaire avec les autres militants de leur génération, mais appartenant à d'autres courants politiques. Alors, si cet examen nous sert principalement à démêler l'une des composantes phares du mouvement de la jeunesse depuis les années 2000, il va aussi nous permettre de comprendre ce que signifie être Ikhwan dans les années 2000 et quelle position ils vont occuper dans l'espace révolutionnaire à partir de 2011. Je vais donc dans une première partie vous parler de ce que c'est que être Ikhwan dans les années 2000 et dans une seconde partie, je vais vous parler de la révolution du 25 janvier et la nécessité de changement. Mais juste avant ça, un avertissement, je voudrais faire un avertissement. Alors là, c'est des pseudonymes. Et alors, dans ma thèse, j'ai fait le choix de confondre un peu les trajectoires de ces personnes pour qui soient méconnues et anonymisées pour des questions de sécurité. Et donc, c'est pas proprement des histoires d'une personne, mais c'est un croisement de récits de vie avec lesquels je recomposais une autobiographie ou deux autobiographies de ce que vous allez entendre. Ce choix, c'était vraiment pour des questions de sécurité, et donc les dates aussi ne sont pas divulguées, les dates des entretiens ne sont pas divulguées pour ne pas pour que la sécurité ne sache pas de qui je parle, s'ils sont toujours en prison, pas en prison et tout ça. Mais bon, ça c'est un choix qui a été fait au moment de ma thèse. Et maintenant, pour la publication de mon livre, je pense que je vais parler des acteurs en nom propre et avec leur récit propre, parce que c'est eux aussi qui ont participé à cette écriture de l'histoire révolutionnaire de l'Égypte. Mais je suis toujours en train de penser si je dois le faire ou pas. Mais voilà, je prendrai votre avis après. Donc, qu'est-ce que être Ikhwan dans les années 2000 en Égypte? Attardons-nous d'abord sur la socialisation de Fatma et Nour. Alors, Fatma avait 26 ans lors de notre premier entretien. Elle est originaire d'un quartier chic du Caire. Ses parents sont professeurs à l'université. Fatma et pardon, je parle de Fatma, pas de Nour. Fatma et ses deux sœurs suivent de longues études universitaires. La mère de Fatma avait un penchant pour les frères musulmans. Lorsqu'elle était étudiante, notamment dans les années 70, elle était affectivement proche du courant islamique, le Tayar el-Islami, qui était prépondérant à cette époque dans la faculté. Mais elle n'avait jamais voulu s'engager politiquement par crainte des persécutions du régime. Quant à son père, le père de Fatma donc, il était plus proche de la politique de Sadat. Et c'est la mère qui insiste pour transmettre à ses filles les vertus de l'islam. Elle les inscrit dans une association pour les enfants, membres de l'université, les enfants de profs, membres de l'université, où à côté des activités sportives et culturelles, elles vont apprendre le Coran et l'exégèse. À cette époque, donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, les jeunes étudiants des frères administraient cette association, puisque les FM, les frères musulmans, avaient conquis quasiment tous les syndicats des unions étudiantes. Et c'est d'ailleurs au sein de cette association que Fatma va faire la rencontre de Nour, son futur époux, qui est étudiant et responsable des activités des enfants au sein de l'association des membres de l'université. Lorsque Fatma intègre à son tour la faculté, elle sera, comme sa sœur aînée, orientée par Nour pour rejoindre une Osra, donc c'est la plus petite unité des frères musulmans. Quant à Nour, qui est plus âgé de quelques années, il n'est pas l'enfant d'un proche des Ikhwan, mais au contraire d'un Nassérien, du moins de quelqu'un qui appréciait Nasser. Il était fils d'ingénieur et d'une mère au foyer. Il vient d'une famille aisée. Il habite dans un quartier chic au Caire et il a 11 ans quand son père décide de lui enseigner le Coran.
Il l'amène alors dans une mosquée de quartier, mais Nour fait la connaissance d'un jeune garçon de son âge qui connaît une autre mosquée proche, avec en plus d'autres activités que l'apprentissage des sourates. Et Nour est tout de suite séduit par cette nouvelle mosquée, puisque contrairement à l'autre mosquée auquel il se rendait, ce ne sont pas des vieux chers grincheux qui leur apprennent le Coran, me disait-il, mais des jeunes gens souriants et aimables. Souvent, ce sont des étudiants brillants, bien habillés et en même temps très pieux. Et c'était des modèles à suivre. Alors, ces deux premiers cas de figure montrent que le principal trait du recrutement d'un futur cadre dans les années 90 et dans les années 2000 relève d'une sélection qui s'établit sur des critères de différenciation des catégories bourgeoises des villes. Les recrues potentielles appartiennent à une bourgeoisie marquée par son attachement à la religion dès l'enfance. Le premier moment d'inscription dans les cercles des frères se passe graduellement, à l'insu des frères militants. Nour raconte qu'il devient frère de façon graduelle et qu'il ne savait pas au début qu'il fréquentait une mosquée frère tenue par des frères. Il décide de rester dans cette nouvelle mosquée car il est attiré par l'allure et la vertu de ces jeunes responsables. Quand lui-même avance en âge et intègre la faculté, il va reproduire cette même image. En d'autres termes, la conduite éthique des FM est un comportement qui se construit pas à pas, tout au long d'un processus d'enrôlement. En fréquentant les mosquées des quartiers, les futurs recrues incorporent ce comportement et le reproduisent à leur tour quand ils deviennent des responsables. En s'occupant de Fatma et de ses sœurs, Nour devient ce jeune étudiant brillant et en même temps très pieux. Fatma est alors attirée par ce comportement, elle l'appelle souvent et ils discutent ensemble des activités étudiantes et des questions religieuses. Elle est séduite par son ouverture d'esprit et sa vertu. Et Nour ne va pas tarder à la demander au mariage. Mais il ne va pas l'épouser tout de suite, mais il l'épousera que 5 ans plus tard. Cette normalisation des rapports hommes-femmes marque une première modification dans la conduite des jeunes Ikhwan. Si les membres FM des années 40 appartenaient à l'islam des Effendis, ça veut dire un islam conservateur et dont les partisans venaient surtout des villages égyptiens, on peut dire que ceux d'aujourd'hui appartiennent à l'islam des gentlemen. Cependant, cette distinction se fait au détriment des bases plus larges et difficilement reconnues par l'organisation. On peut dire que les bases ont une fonctionnalité de ressources de mobilisation lors du passage aux urnes, alors que les cadres sont soigneusement choisis pour garantir la pérennité de l'organisation. Après la sélection, le pari de la pérennité de l'organisation est soumis aux modalités d'une socialisation particulière qui a pour objectif d'instruire une loyauté totale à la gamère, c'est-à-dire à la confrérie, et ainsi garantir sa reconduite. Et c'est donc au sein de la Osra, la famille, la plus petite entité, comme on a dit, de l'organisation, qui se tissent les liens d'attachement. Mustapha est né à la fin des années 70. Il vient d'une famille de la petite bourgeoisie des quartiers populaires et commerçants de Kérot. Ses parents tenaient un commerce et veillaient à l'éducation des enfants. Lors de notre rencontre, Mustapha avait fait acte de dissidence de l'organisation. Pourtant, il décrit son attachement aux frères comme un amant brisé par la désunion. En effet, al-Ta'aruf, al-Tafahum et al-Tadamun, évoqués par Mustapha, ne sont que les 3 piliers de la Osra pensés par le fondateur des FM, c'est-à-dire Hassan el-Banna. Ces 3 notions ont constitué pour lui un schème de signification qu'il a intériorisé au long de sa trajectoire au sein de l'organisation. Et c'est d'ailleurs par ces mots que Hassan el-Banna, fondateur des frères musulmans, introduit son message Rasail sur la composition des Usra. Il y a un problème de son?
Néanmoins, pour Mustafa, être ikhwan, c'est aussi être haraki, actif. Il explique cette harakiya, le fait de se mouvoir, en la mettant sur le compte de l'éducation FM. Il se meut alors au sein de son lycée en initiant des activités, en tissant des amitiés pour transmettre aux autres ses convictions et en se présentant aux élections des unions étudiantes au lycée. Et cette harakeya se poursuit lorsqu'il intègre la faculté en 97. Il rejoint la osra de sa faculté et grimpe rapidement les échelons dans le secteur éducatif. Au début, il commence par accueillir les nouveaux étudiants et les orienter, mais très vite, il devient responsable de promotion, ensuite responsable de secteur, puis responsable de faculté. Et à la fin de ses études, il était membre du bureau administratif responsable de l'activité étudiante au sein de son université. Et ce bureau est composé de 5 secteurs géographiques sur toutes les facultés du Caire, et donc il en était responsable d'un secteur. Et enfin, quand il est diplômé et qu'il termine ses études, il devient un conseiller au comité central en charge d'administrer les 22 facultés de l'Égypte. Donc, il avait vraiment un rôle de grand cadre dans l'organisation, auprès surtout du mouvement étudiant. Et sa carrière politique au sein du secteur éducatif nous en dit aussi long sur l'importance de l'éducation gérée par cette structure hiérarchique. Il s'agit d'une organisation tanzim à part entière qui prend à la lettre donc cette structure produite au sein de la fac, cette structure estudiantine. Donc, j'ai un schéma. Donc, ce chemin a été élaboré d'après les discussions que j'ai eues avec mes acteurs et mes actrices. Et puis, il y a aussi la même structure. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'organisation. Et puis, il y a aussi la structure des sœurs hein, qui ressemble à la première structure. Alors, retenons que le maintien de l'engagement dans l'organisation Frères musulmans s'établit selon plusieurs ordres de facteurs. Une identification à la perception d'être un bon musulman, un investissement intense dans la vie de la confrérie exprimé par les liens sociaux dans la osra, une participation dans l'action publique, mais aussi un besoin de faire partie de la plus grande opposition politique en Égypte. Puisque grandir auprès des frères musulmans, c'est aussi grandir dans une mouvance aussi large que l'islam peut le permettre. Fils d'un professeur d'islamologie, Farid s'engage chez les FM au milieu des années 90. Lorsqu'il intègre la faculté, il devient un membre à part entière dans l'organisation Frères. Et il y adhère donc en connaissance de cause, car son père était proche de ce milieu. Et puis pendant ces années de lycée, il avait aussi lu les principes fondamentaux du mouvement des frères avec les lettres de Hassan el-Banna. Il cherche alors de s'engager dans le mouvement car il cherchait des gens modérés qui vivaient la simplicité de l'islam. Alors, selon Ahmed Siam, l'islam politique est un mouvement qui s'est construit selon l'idée du changement à partir du bas. En d'autres termes, l'essor du mouvement des frères musulmans, devenu la principale force politique qui représentait l'islam dans les années 90, suit un processus de bottom-up, en tenant de reconstruire l'organisation dans les années 70, puisque suite pendant le régime de Nasser, où les militants frères musulmans étaient en prison, tués, assassinés. Mais à partir des années 70, donc avec la sortie de Tel Moussaini de la prison, ils tentent de relancer l'organisation à partir des années 70, donc.
et ils vont s'efforcer à élargir la base du mouvement. Et ils ont intégré la plupart des associations et mouvements en s'attachant à l'islam en tant que religion, mais aussi en tant que fondement de réforme pour rendre l'islam tout son prestige. Et il y a donc beaucoup d'associations de bienfaisance, de charité et des ONG qui vont s'attacher au mouvement FM. Et cette extension, donc, n'a pas concerné seulement ces associations, mais aussi des groupements politiques de l'islam militant, notamment les jeunes étudiants de la Gamma Islamiyya qui étaient très actifs au sein des universités pendant les années 70. Donc c'était une pluralité, et c'est cette pluralité qui avait attiré Farid. Mais bien que cette pluralité de l'islam constitue la force de l'organisation, elle présente aussi, et en même temps, une grande faiblesse qui apparaît dans les milieux des années 2000. Pour Farid, les années 90 étaient l'âge d'or du mouvement frères musulmans, avant que les frères se renferment sur eux-mêmes et deviennent une organisation austère et rigide, m'avoue-t-il. Promu au sein de l'organisation, Farid devient responsable du comité politique à la fin des années 90. Déjà à partir des années 80, les FM s'impliquent dans plusieurs champs d'action et gagnent de plus en plus de sièges au Parlement et dans les syndicats professionnels. Et en effet, les années 90 sont marquées par le pluralisme de l'islam au sein du mouvement des frères musulmans, mais aussi par l'effervescence de l'action publique, al-Ram al-Ram, auprès de la société égyptienne et avec le mouvement estudiantin. Et concernant le mouvement estudiantin, Farid affirme que tout le monde a la faculté, donc les unions de gauche nassériennes perdaient devant eux. C'est eux qui remportaient toujours les unions étudiantes. Et à côté du travail de sensibilisation politique dans les groupes des Ikhwan et des activités de communication, le comité politique aussi était en charge de renouer, d'établir des liens avec d'autres courants politiques. Mais notons qu'il y a une double rupture qui émerge dans le récit de Farid. D'abord, une rupture temporelle. Une première époque pendant les années 90 et 2000 où les frères musulmans s'érigent en tant que mouvement vaste recueillant un islam pluriel, et puis une deuxième époque qui débute en 2006 où les leaders FM se replient sur eux-mêmes au sein d'une organisation austère. Si une distinction semble ici s'établir, force est de constater que cette tension anime des conflits internes depuis les années 90. Rappelons-nous notamment de la scission qui a eu lieu en 95 avec des jeunes qui sont sortis de l'organisation Frères pour fonder le parti Al-Wasat. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de dissidences au sein des Frères. Ainsi, on voit des appréciations dichotomiques à partir des années 2000 entre des jeunes réformistes et des vieux conservateurs, voire des partisans de Hassan el-Banna et d'autres de Saïd Qutb. Cependant, la complexité de l'organisation ne s'explique pas à ces dichotomies, nous explique Hossam Tamam, car les différentes compositions de la confrérie leur rendent difficile à comprendre. Par sa structure organisationnelle, il s'agit d'une confrérie bien plus large qu'un parti. Son orientation politique est plus proche d'un front qui réunit des courants islamiques portant des orientations politiques différentes. Et à l'intérieur de la confrérie, on trouve une telle diversité qui s'étend du salafisme conservateur jusqu'au libéralisme religieux. Ensuite, il semble qu'une rupture idéologique se dessine entre, d'une part, les partisans d'un retour aux sources du fondateur Hassan el-Banna, qui défendait, selon Farid, une grande mixité de l'islam, et d'autre part, des théocrates, mutashaddidines, qu'on peut littéralement traduire par extrémistes,
d'une organisation devant de plus en plus fermée. En réalité, le retour à la pensée de Hassan el-Banna évoqué dans le récit de Farid constitue plus une demande d'ouverture et de liberté sur le champ de l'action politique qu'une dispute idéologique entre les partisans de la pensée de Hassan el-Banna et un courant jugé fondamentaliste ou qutbiste, puisque les réformateurs d'aujourd'hui étaient aussi des qutbistes hier. À titre d'exemple, Aboul Foutour, qui cristallise la figure du réformateur pendant les années 90 et 2000 et qui finit par abandonner l'organisation FM en 2011, il va confesser dans ses mémoires, qui sont édités par Hossam Tammem, son attachement à la figure du martyr du régime nassérien, c'est-à-dire Saïd Qutb. Et pour nous, par exemple, les dirigeants du bureau de la guidance, à partir de 2010, n'ont rien à voir avec al-Banna ni Saïd Qutb, qui était selon lui un révolutionnaire et qui n'aurait jamais fait ce que les leaders actuels sont en train de faire. Donc, ce retour à la littérature des pionniers de l'organisation constitue pour nos jeunes une réinterprétation de ce que doit être un Ikhwan à l'heure d'une mutation profonde de l'espace public au cours des années 2000, notamment avec les mouvements sociaux connus de cette époque dans le sillage du Kifaya et du 6 avril, mais aussi la visibilisation des frères musulmans dans l'espace de l'opposition partisane. Alors, cette visibilisation, cette visibilisation des frères musulmans dans l'espace public arrive dès le début des années 2000 et l'épisode qui va marquer un tournant dans ce processus de publicisation de l'organisation des frères musulmans a lieu exactement en 2003, quand les États-Unis envahissent l'Irak. Alors que l'administration Bush exige une démocratisation du régime égyptien avec la libération des voix de l'opposition, un député PND, donc un député du Parti national-démocrate, celui du régime, qui est aussi en même temps proche des FM et membre du syndicat des médecins, est chargé par le régime de contacter les leaders de la confrérie pour organiser une manifestation contre l'intervention américaine en Irak. On peut dire que c'est une réponse moubarakienne pour dire aux Américains que la démocratisation ne conduira qu'à la victoire des islamistes. Néanmoins, il s'agit d'une manifestation d'ampleur qui a lieu au stade du Caire et qui connaît un événement inédit. Alors, c'est Nour qui parle. Il dit que depuis les années 80, il n'y avait pas de Izhar Hawiya. Izhar Hawiya, ça veut dire affichage d'identité. Mais Mu'min al-Hudaybi, qui était guide suprême à cette époque-là, a été appelé à la tribune pour dire un mot et il a été convoqué en sa qualité de guide suprême de la confrérie. Donc, il y a un affichage clair de l'identité frère à partir de 2000. Et cette convocation à manifester, permise certes par le régime, a représenté une occasion d'exhiber au grand jour l'ampleur de l'organisation et sa capacité de mobilisation dans l'espace public. Avec Izhar Hawiya, affichage d'identité, donc, l'organisation veut se montrer plus démocrate et plus ouverte. Et c'est surtout en 2004, avec l'arrivée de Mahdi Rakif comme guide suprême, que l'organisation connaît une réelle accélération de sa réforme interne. Et c'est d'ailleurs suite à la publication du programme de réforme par ce premier que le mouvement des frères va se développer au sein des universités. Ils vont même mener une campagne qu'elle va être baptisée Islahiyoun, ça veut dire réformiste. Et suite à cette résurgence de Islahiyoun et des frères musulmans dans l'espace public, qu'on va assister à un succès écrasant des frères musulmans aux élections de 2005. Donc en 2005, ils vont remporter le tiers des sièges au Parlement et ils vont représenter officiellement la principale force de l'opposition devant le parti du régime, le PND. Donc.
Bien que les leaders soient libres depuis Sadat, ils ont agi secrètement, sans afficher publiquement leur appartenance à l'organisation. Toutefois, le passage à Izhar Hawiya commence lorsque les frères musulmans décident de se présenter aux élections de 2005 avec leur nouveau slogan « Non à la domination, oui à la participation ». Ils n'agissent plus selon les logiques du vieux slogan « L'islam huwa al-hal », ça veut dire l'islam est la solution, mais donc sous ce nouveau slogan de participation politique et de faire part du système politique du pays. Le début des années 2000, qui coïncide donc avec le lancement du projet du Grand Moyen-Orient par l'administration Bush, représente un moment d'apothéose de l'identité frère dans l'espace public. À l'aube du XXe siècle, l'organisation FM était devenue un acteur faisant la part belle au tissu national. Et à ce propos, Hossam Tammem a raison de dire que l'une des transformations principales au sein des frères musulmans est qu'ils ont abandonné leur utopie d'al-Dawla al-Islamiyya, c'est-à-dire l'État islamique, pour s'intégrer dans l'État-nation. Bien que l'entrée dans le jeu démocratique permette une certaine sortie de la clandestinité, puisque, rappelons-le, les frères musulmans constituent une organisation illégale mais tolérée, la répression du régime Moubarak les frappe en plein cœur au lendemain de leur succès législatif. Arrestations arbitraires, tribunaux militaires et incarcération des membres de l'organisation sont à l'ordre du jour du régime autoritaire de Moubarak dès l'accès des députés FM au Parlement. Après cette victoire, le régime réalise la menace que représente cette clandestinité ouverte, pour parler comme Marie Van Etzel, et ils vont mener contre eux une politique coercitive. Afin d'éviter la répétition du même scénario, ils vont ordonner une légalisation restrictive, notamment en matière de sécurité, par les réformes constitutionnelles de 2006 et 2007. La répression aboutit au recul des frères musulmans dans leur stratégie politique de Zahar Hawiya, et là, ils vont reconnaître un repli stratégique sur eux-mêmes, et c'est là aussi que les vieux problèmes autrefois réglés ou ignorés par la direction des FM vont ressurgir au sein de l'organisation, et particulièrement au sein de la génération des cadres responsables de l'action FM dans les universités. L'action répressive du régime a abouti au recul des frères musulmans dans leur stratégie politique. Cependant, les jeunes engagés dans l'action publique considèrent que les élections législatives sont une partie de la bataille, mais qu'elles ne constituent pas le seul outil du changement. L'avenir du pays se joue en effet hors du champ de l'opposition partisane. Alors que la société égyptienne connaît depuis 2004 une montée de mobilisation multisectorielle avec des dynamiques contestataires qui encouragent la formation des collectifs d'opposition informels ou même partisans, les leaders FM préfèrent se replier dans la prédication individuelle, évitant ainsi l'affrontement direct avec le régime. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a une réévaluation de la position de l'organisation sur la sphère politique nationale qui commence déjà à partir de 2007 et lorsque justement la direction décide de prendre de la distance avec les dynamiques contestataires dans le paysage égyptien. Et là, les jeunes sont, enfin nos jeunes acteurs, hein, ils vivent ce moment de crise existentielle. Donc, ils ont connu cet affichage d'identité et ce moment d'apothéose. Et là, tout d'un coup, ils retournent à la culture d'avant, la culture de la peur, et ils se replient à eux-mêmes. Et ils ne comprennent pas trop la réaction
des frères musulmans qui est super bien décrite ici par Nour. Et il vient de comprendre finalement le problème des frères musulmans à cette époque-là. Et il comprend que le problème, c'est la stratégie de repli sur soi. Le oui à la participation ne se fit pas pour changer l'origine. À partir de 2007, donc, ils vont se poser des questions sur la forme que doit être prise l'organisation frère. Donc, ils vont se demander, mais qui sommes-nous au juste? Est-ce que nous sommes une partie politique? Est-ce que nous sommes une association caritative ou un groupe prosélyte? Donc, je vois que l'heure tourne. Et pendant ce moment, donc, il y a eu beaucoup de dissidences au sein de l'organisation des frères musulmans, mais nos jeunes acteurs, ils vont décider de rester puisqu'il n'y avait pas d'autre alternative, et donc ils ont préféré de rester au sein de l'organisation pour jusqu'à voir qu'est-ce que va se présenter sur l'espace public et avoir peut-être une autre opportunité politique. Donc, de 2007 jusqu'à 2011, donc juste à la veille de la révolution égyptienne, ils vont rester au sein de l'organisation en attendant une autre solution. Donc, je vais passer tout ça. Mais je vais revenir juste à un moment, juste avant, la veille de la Révolution. Donc, on est le 25 janvier et juste avant la veille de la Révolution, il y a eu les fraudes législatives et nos acteurs sont vraiment au plus bas de leur déception puisqu'il n'y avait pas de position radicale de la part de l'organisation des frères. Mais la Révolution va être pour eux un moment d'opportunité pour ce changement. Et ils vont prendre part, malgré l'hésitation connue et traditionnelle des frères musulmans, de l'organisation des frères musulmans qui n'a pas clairement annoncé ni affiché sa participation à la révolution du 25 janvier, mais nos acteurs vont être là et ils vont être parmi les acteurs de comités d'organisation et de coordination de la révolution, et Farid va être parmi les acteurs de la coalition des jeunes pour la révolution. C'est une organisation qui s'autoproclame la représentante de la jeunesse révolutionnaire à Place Tahrir et elle prend une organisation un peu horizontale, donc beaucoup de courants sont représentés. Il y a la gauche radicale, les socialistes révolutionnaires, la gauche démocrate, des libéraux et aussi des frères musulmans. Donc c'est une organisation qui réunit un peu tous les éventails de l'opposition égyptienne à cette époque. Et à partir de ce moment, et puis la chute de Moubarak, donc ces jeunes-là vont se réunir pour se demander quelle forme va prendre finalement l'organisation des frères musulmans au lendemain de la chute de Moubarak, puisque c'était la question qui se posait tout le monde, et beaucoup de gens qui ne sont pas frères, mais qui sont sympathisants avec les frères, vont se demander est-ce que l'organisation va devenir un parti politique? Est-ce que ce parti politique serait indépendant de l'organisation? Quelles sont les relations? Et c'est là que nos jeunes gens vont initier
un congrès. Et je ne vais pas rentrer dans les péripéties de ce congrès de mars 2011, qui était un vrai fiasco de la part chez les leaders, en tout cas du bureau de la guidance, puisqu'ils n'ont jamais accepté le maintien de ce congrès, mais qui a quand même été maintenu, puisque contre la volonté des leaders du bureau de la guidance. Mais ce congrès ressemblait un peu au congrès de Hassan el-Banna quand il l'a initié, pour dire au final qui sommes-nous déjà depuis le début du XXe siècle. Donc ces congrès avaient pour but vraiment de réévaluer l'action de l'organisation Frères et ils sont sortis avec 6 résolutions à la fin de ce congrès, puisqu'ils n'ont pas pu quand même empêcher les frères musulmans de se transformer en parti de Hurriya wa Adela, parce que le jour de ce congrès, donc le 26 mars, les frères musulmans avaient déjà annoncé qu'ils vont s'organiser en tant que parti. Donc ils ont quand même, ils se sont sortis avec ces 6 recommandations pour essayer vraiment de séparer le politique du religieux au sein des frères musulmans. Et bien sûr, le bureau de la guidance s'est mis en colère, et les leaders des frères se sont mis en colère de la tenue de ce congrès malgré leur refus. Et là, il y a eu alors des gels, beaucoup des mises en question, de mises en cause du rôle des militants frères. Et là, il y en a qui ont été renvoyés et il y en a qui ont été gelés. Et il y a eu beaucoup de dissidences à cette époque-là. Alors, nos jeunes militants, ils ont pris de la distance par rapport à Al-Hurriya ou Al-Adala, et ils ont préféré de se joindre complètement au mouvement révolutionnaire, soit notamment en maintenant en encourageant la campagne présidentielle pour Aboul Foutour, ou aussi en créant leur propre parti connu sous El Tayar El Masri. Et donc, l'expérience d'El Tayar El Masri est une expérience très riche pour tous nos jeunes qui vont rejoindre ce nouveau parti, puisque contrairement aux ordres, contrairement à Al-Hurriya ou Al-Adala, qui était seulement un parti qui concernait les frères musulmans, le Tayar al-Masri était un parti qui regroupait beaucoup d'autres courants politiques. Et selon nous, il y avait 60% des frères musulmans et 40% d'autres gens et d'autres courants. Et là, c'était une réelle expérience politique, parce qu'ils étaient complètement dans l'action contestataire. Ils se sont rejoints et ils ont même formé une alliance, une coalition avec d'autres partis politiques pour notamment les élections législatives sur la liste de Saoura Mustamer. Donc, c'était une vraie inclusion. Et en tout cas, ils ont rejoint de fait les dynamiques qui se déroulaient sur le terrain égyptien à cette époque-là. Alors... Alors, donc ça concerne un peu les recompositions de ces jeunes militants au moment où on conteste révolutionnaire.
Et ils essayent de saisir ce moyen, enfin, cette ouverture pour justement aboutir à des changements, puisqu'ils voulaient sortir de l'opacité et de la rigidité de l'organisation. Mais les élections présidentielles, de 2012, c'est le candidat de l'organisation rigide et austère qui va le remporter, c'est-à-dire Mohamed Morsi, avec 55 des suffrages exprimés. Et il va devenir le président de l'Égypte à partir du 30 juin 2012, et il va annoncer un programme en 100 jours pour répondre aux attentes de la population égyptienne. Et le bilan, bien sûr, n'a pas pu être rempli comme annoncé, et nos acteurs sont de plus en plus déroutés par les décisions de l'organisation traduites par le comportement de son candidat, et les dynamiques contestataires vont reprendre dans l'espace public dès la promulgation de la déclaration constitutionnelle de Morsi. Et le régime des frères est comparé à l'autoritarisme de Moubarak, et les militants et les commentateurs vont même voir des similitudes entre les pratiques fréristes et celles de l'ancien régime, qui est aussi féroce et liberticide les uns que les autres. Alors, est-ce que je peux prendre 5 minutes de plus Bien sûr, évidemment. D'accord, super. Alors, juste un épilogue pour essayer un peu de comprendre ce que s'est passé qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant le régime des frères musulmans. Il faut savoir que Morsi a été élu sous une situation extraordinaire, puisque on ne sait pas quel pouvoir il va obtenir. Et de plus, son élection prend place dans un contexte d'incertitude forte, marqué par une bataille institutionnelle entre plusieurs acteurs cherchant à étendre leur capacité d'action dans ce moment de fluidité, surtout le secteur de la magistrature. Et en plus, 2 jours avant le second tour, le Conseil suprême des forces armées ordonne la dissolution de l'Assemblée du peuple, élue en décembre 2011 et composée majoritairement par des acteurs de l'islam politique. Et tout ça va mettre mal les frères musulmans, puisque la commission constituante qui a choisi, qui a été élue par l'Assemblée du peuple est mise à mal, puisqu'elle sera jugée comme inconstitutionnelle, ainsi que l'Assemblée du peuple aussi. Et c'est dans cette situation très particulière que va se trouver le nouveau président au lendemain de son élection. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute des frères musulmans. Il faut savoir que à ce moment-là aussi, il y avait une entrée, la présidence est entrée dans une guerre avec contre la magistrature. Et ici, moi, j'utilise la notion de transaction collusive développée par Debris pour comprendre ce qui se noue pendant ces situations extraordinaires, en amont des analyses causalistes qui se basent sur les processus de légitimation et de légitimation institutionnelle. Debris dit que les transactions collusives sont des types d'échanges peu légitimes entre les acteurs des différents secteurs du monde social qui produisent pourtant la légitimité du système politique.
Et donc, ils vont tous rentrer dans une dynamique pour garder leur autonomie et leur autoréférentialité et de différenciation. Et on sait, grâce au travail des juristes et des sociologues, notamment Nathalie et Bernard Maugiron, Karim Chazli et plus récemment Alexis Blouet, que le secteur judiciaire il s'est lancé depuis 2005 pour avoir, dans un processus d'autonomisation et d'indépendance avec les protestations des juges. Mais ce qui arrive avec l'investiture du candidat FM, la magistrature va se trouver menacée dans cette conquête, et puis il y aura une bataille institutionnelle entre le secteur présidentiel et le secteur de la magistrature. Donc Morsi, il va renvoyer le procureur général en tant qu'ambassadeur au Vatican. Il va le remplacer par un proche frère musulman. Et puis, à partir de là aussi, les autres secteurs, notamment l'intérieur ou encore les médias, vont se trouver aussi menacés. Et très vite, le régime des frères va se trouver... le régime des frères va être accusé de frérisation de Akhwanet Daoula. Mais en réalité, il s'agit d'une rupture entre le secteur présidentiel et celui de la magistrature. Et donc, les autres secteurs vont essayer de s'unir et de se rejoindre au secteur de la magistrature pour faire chuter Morsi. Autrement dit, ce n'est pas le nationalisme contre l'Akhwana du nouveau régime qui est vraiment mis en jeu, mais bien le pouvoir de ces trois secteurs qui est menacé à rétrécir. Et bien sûr, que cette collusion entre les différents secteurs va être en plus renforcée par la conduite du régime des frères musulmans qui ne veut pas s'allier avec les autres forces de l'opposition contre ces trois piliers de l'ancien régime. Et bon, la suite de l'histoire est connue et Morsi, quand même, à l'encontre de tout le monde, il va promulguer sa constitution et il y aura des manifestations qui vont aboutir à la chute du régime et puis ensuite la suite de l'histoire est connue. Pour conclure, si cette épilogue, cette mise en contexte de la situation de la chute des frères musulmans sert de comprendre la logique de la situation à la veille du coup d'État de juillet 2013, et en revenant en amont sur le contexte des interdépendances entre les différents secteurs, il montre aussi un moment de confusion et de perte de repères d'une grande organisation au moment d'un moment de fluidité politique où l'espace du possible était encore ouvert. Les leaders FM n'ont pas compris qu'ils détenaient à ce moment-là, le pouvoir politique, nous dit Nour. Ils sont restés dans la logique rigide et fermée qui a fait toute son histoire. Une histoire reconduite au moment de Rabat. Cependant, devant tout ce sang coulé à flot pendant ce massacre, Nour nous dit en larmes que toutes les différences se dissipent et tous les conflits s'effacent. La veille même de la dissolution de la manif à Rabat, Nour avait reçu l'information comme quoi la manifestation allait se dissoudre avec la force et il va rejoindre les manifestations et les manifestants vont l'accueillir les bras ouverts en pensant que les révolutionnaires, ils ont enfin rejoint leur cause, mais en fait, il allait pour leur informer que la manifestation allait être dissolue. Et là, sur les recommandations des leaders du bureau de la guidance, les manifestants vont rester et ils vont être le sacrifice de l'organisation. Donc, pour conclure sur cette situation, et pour le moins délicat, la position des leaders pour la résistance à Rabat ne justifie en rien le massacre, mais en même temps, comment comprendre ce sacrifice, puisque, rappelons-le, les leaders étaient au courant de l'ordre de la dissolution par force. Donc, désolée d'avoir pris plus de temps, mais voilà. Merci Caroline Barbary.
de ce récit. Il va y avoir des questions certainement, parce que peut-être quelques petites références ne sont pas nécessairement connues de tous. Et je vois déjà une première question s'afficher. Peut-être vous pouvez revenir sur le partage d'écran. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà, merci. Euh, donc, on a compris donc, que la principale opposition politique à l'époque, régime du Moubarak, était celle des frères musulmans. Mais quelles autres oppositions que vous avez citées sans préciser Oui, oui, étaient à l'œuvre à l'époque? d'accord. Donc, enfin, il y en avait plein. Il y avait, donc, il faut savoir que le politique ne s'est jamais absenté. Et puis, en Égypte, et, et il y a eu beaucoup de recompositions politiques déjà au cours des années 2000. Donc, on a eu des partis dit sociodémocrate. Donc, il y a le parti Al-Rad et le parti du Front démocrate, El Gaba Dimokratiya. Donc, ça, c'était des partis présents dans l'espace révolutionnaire et pendant les 18 jours insurrectionnels et tout le moment qui ont suivi cette révolte. Il y avait aussi les Nassériens du parti Karam, il y avait toute l'opposition sociodémocrate, qui se dit sociodémocrate, notamment les partisans de Paradis, qui se sont constitués aussi en parti politique qui s'appelle Dostour. Donc, c'est de toute cette opposition qui s'est reconfigurée déjà avant le moment révolutionnaire de 2011, qui était bel et bien là et avec lesquels nos jeunes frères musulmans, qui se considèrent aujourd'hui comme des ex, ont bâti et élaboré des rapports. Et ont agi ensemble et ont coordonné des actions ensemble. Donc, bien sûr, depuis les années 80 jusqu'à le moment révolutionnaire, c'était la plus grande opposition, celle des frères musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres oppositions dans l'espace politique égyptien. Puis bien sûr, il y avait les socialistes révolutionnaires, la gauche démocrate, donc, donc des organisations partisanes qui existaient, malgré la loi qui interdisait la fondation des partis, mais les partis existaient, ils ont été fondés après cette ouverture. Et puis, il y a des organisations un peu plus informelles, comme le 6 avril, ou un peu plus clandestines, comme les socialistes révolutionnaires. Donc, on a vraiment un éventail d'une opposition qui est bien là en Égypte déjà depuis très longtemps. Alors, est-ce que les frères musulmans ont infiltré l'armée? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, comment ils infiltrent l'armée, mais aujourd'hui, ben non, les frères musulmans, ils n'ont pas d'influence puisqu'ils sont en prison et entre exil, des disparus aussi. Et, c'est le régime les présente comme des ennemis. Donc, c'est surtout des gens qu'il faut dénoncer et envoyer en prison, puisque, bien sûr, ça c'est selon le régime d'Al-Sisi, qu'il faut dénoncer et qui présente une menace pour la sécurité du pays. Donc, ils ne peuvent pas avoir d'influence. Maintenant, il y a des réseaux de jeunes frères musulmans qui essayent de se reconstruire à l'extérieur, mais pas forcément pour reconstruire l'organisation, mais penser comment se reconstituer en ayant du recul et en transcrivant cette histoire qu'ils ont vécue. Voilà. Est-ce que la réponse satisfait celle qui l'a posée? En fait, sur les relations entre les frères musulmans et l'armée, qui était... Vous avez en grande partie répondu à ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien entendu. Les relations entre les frères musulmans et l'armée, je ne pense pas qu'on peut y voir une infiltration plutôt qu'un accord. Et ça, déjà, ça se passe depuis 2011, des consensus avec les hommes de l'armée et les leaders FM, hein, surtout lors du dialogue national. Et là, c'est vraiment une négociation sur le type de pouvoir qu'on va avoir en Égypte, notamment avec les différents passages aux urnes, le référendum. Et, euh, et ça, c'est une façon de voir la relation entre l'armée et les frères musulmans, mais vraiment pour avoir une idée sur la feuille de route d'après chute Moubarak. Mais infiltration de l'armée, je sais pas. C'était plus en référence avec ce qu'on a dit ce matin, le rôle important de Ouais. l'armée. Et je voulais savoir si, ils y avaient participé, en gros. C'est pour ça que j'ai mis infiltré entre guillemets. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais alors justement, donc en Égypte, ils sont tous arrêtés. Donc vous dites qu'ils n'ont aucune influence actuellement. Mais est-ce qu'ils se sont reconstitués dans d'autres pays du Moyen-Orient et dans lesquels ont-ils une influence importante actuellement? Alors, ce qu'on trouve maintenant, enfin, là, ça fait longtemps que je ne les suis plus, mais enfin, j'ai pu rencontrer quelques-uns à l'occasion de quelques congrès internationaux. Alors, il y a des reconversions militantes, enfin, c'est l'impression que j'ai, et il y a des reconversions militantes vers l'humanitaire, vers les droits de l'homme. C'est ce qui ressort de l'histoire de Nour, surtout, hein, et de sa femme, et un autre qui essayent de rejoindre des organisations internationales. Et donc là, leur cause, c'est vraiment se battre pour le droit des prisonniers et la liberté, plutôt qu'une réorganisation de l'organisation FM. Il y a aussi cette reconversion dans une autre trajectoire, c'est une reconversion académique. Donc là, ils sont vraiment en train de penser comment penser l'islam avec une organisation politique. Ça, c'est aussi l'un de mes acteurs. Mais dans le contexte actuel, c'est impossible de penser à un relancement de l'organisation Frères musulmans en Égypte dans ce pouvoir répressif et autoritaire. Très bien, merci. Ce que je n'ai pas très bien compris, est-ce que Place Tahrir en janvier-février 2011, il y avait des jeunes de gauche, laïcs, un peu révolutionnaires, etc., enfin même complètement révolutionnaires, qui occupaient la place, qui animaient les discussions, etc. Et est-ce qu'il y avait également ces jeunes gens que vous avez connus, interviewés, etc., est-ce qu'ils étaient aussi Place Tahrir en 2011? Et sur quel avec leur identité propre ou bien comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une proximité en fond dans ces trajectoires? Peut-être qu'à ce moment-là, c'était un moment de convergence dans la place ou pas? D'accord, on est d'accord sur ces jeunes-là que oui. Oui, ceux-là même. Oui. D'accord. Oui, bon, à Place Tahrir, il y avait, comme vous l'avez bien dit, il y avait beaucoup de gens, des gens politisés, d'autres pas, des enfants de rue et tout. Et bien sûr, cette convergence, elle n'a pas commencé au moment de la Révolution. Elle a commencé bien avant. Déjà depuis 2004, avec la mutation de l'espace public et le mouvement Kifaya. Donc, il y avait des gens qui venaient de plusieurs origines politiques et qui agissaient par des actions coordonnées et ensemble. Donc, une action collective ensemble. Et déjà, ça, c'était l'essence même de Kifaya. Donc, c'est plein de militants venus d'horizons hétéroclites et qui agissent ensemble. Ils sont représentants de leur propre organisation et qui vont aller mobiliser des ressources au sein de leur mobilisation. Donc, cette convergence, elle a déjà commencé en 2004 avec les aînés,
donc des plus vieux, et puis elle a été transmise aux plus jeunes, que ce soit les célestaux révolutionnaires de la génération 80, donc, qui ont aujourd'hui peut-être 40 ans, et les frères musulmans. Donc depuis 2004 déjà, ils interagissaient ensemble, ils faisaient des actions ensemble. Et il faut dire aussi qu'au moment de la révolution égyptienne, donc le 25 janvier, le 25 janvier vient suite à la fraude électorale législative 2010. Donc, suite à cette fraude, les militants de chaque courant vont se réunir ensemble pour faire un parlement moisi, un parlement parallèle, un parlement populaire avec plusieurs militants de chaque courant. Et ces jeunes frères musulmans étaient bien là. Ceux-là que je citais là, ils étaient bien là, déjà avant l'imagination même d'un moment révolutionnaire, puisqu'on n'y avait pas pensé avant la Tunisie, bien sûr. Donc, avant que soit décidé que le 25 sera le jour de la révolution, en fait, le 25, c'était surtout contre cette fraude électorale et le comité qui avait organisé le Parlement parallèle, le Parlement populaire, contre la fraude électorale des législatives. Et ce comité qui agissait ensemble, donc des jeunes de chaque courant politique, sont en fait au cœur sont les fondateurs de la coalition des jeunes de la Révolution. Donc frères musulmans, socialistes révolutionnaires, des jeunes libéraux, des jeunes de Kiffer. Alors, merci beaucoup. Il y a Alain Grèche qui doit cliquer en bas à gauche de son écran, où il y a l'icône d'un micro. C'est bon là? Oui, c'est parfait. Oui, on vous entend. Je vais faire juste deux petites remarques à propos de ce qui s'est passé avant la Révolution. Je suis d'accord tout à fait avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'Efaï a joué un rôle important, et la Palestine. C'est en 2008, à Gaza, face à l'invasion israélienne de Gaza et disons, au fait que le régime Moubarak ne manifestait pas, ne prenait pas de mesures, avait fermé l'entrée de Rafah, etc. Il y a eu des manifestations là aussi qui ont regroupé les frères, la gauche laïque, etc., etc. Et ça a été un élément, enfin, quand on écoute les gens parler, ça a été un élément important. L'autre chose, c'est sur le rapport des frères à l'armée. On n'a pas le temps, évidemment, et c'est quand même un rapport assez étrange. C'est-à-dire, il y a une fascination des frères pour l'armée. Il y a eu à chaque moment, y compris avant la chute de Moubarak, puisqu'ils ont accepté d'engager des négociations avec l'armée avant même la chute de Moubarak, alors que l'essentiel de l'opposition refusait. Et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la veille du coup d'État, Morsi ne croit pas qu'il va y avoir un coup d'État, alors que les Américains l'ont prévenu, alors que tout le monde le sait, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique cette fascination pour l'armée, mais c'est quand même assez étrange, quoi. C'est-à-dire, au-delà du fait que une des choses qui apparaît à la fin de leur règne, c'est à quel point c'est à la fois la force et la faiblesse des frères. Ils vivent en monde clos. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à ce qu'on dit. C'est-à-dire ils sont totalement isolés. Ils ont coupé les relations qu'ils avaient nouées à un moment, y compris avec une partie de l'opposition, etc. Et ils croient que tout ce que fait tout ce qui est la grande manifestation du 30 juin, tout ça, c'est de la propagande. Et ils ne voient pas à quel point ils sont isolés et ils agissent je dirais, de manière totalement suicidaire. Et je dirais, mais bon, ça, on peut discuter d'incompétence politique. C'est-à-dire, ils ne savent pas faire de la politique, en sens d'alliance, de tactique, etc. On a été élus et c'est normal qu'on dirige. Moi, je crois qu'il n'y avait aucun danger qu'il y ait un régime frère qui s'instaure. Ils avaient contre l'armée, les services, les hommes d'affaires, la presse, etc. Mais ils créent l'impression qu'ils vont faire un coup d'État. Enfin, pour une grande partie de la population égyptienne, ils sont en train de prendre le pouvoir. Comme vous avez dit, la frérisation de l'État, ce qui n'est pas vrai. C'est pas qu'ils ne voudraient pas, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà, c'est tout. Caroline, vous voulez réagir à cette intervention? Oui, mais c'est ça en fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Alors, incompétence politique,
Oui, bien sûr, de la part des vieux hein, de l'organisation, parce que les jeunes frères, ils ont bien compris que ça se nouait ailleurs et qu'ils pouvaient avoir des réformes dans l'organisation. Et même les plus âgés, comme Aboul Foutour à Saint-Marien, mais bon, à Saint-Marien aussi, à un moment donné, il a changé de camp, il est revenu dans, dans les auspices de cette organisation austère. Oui, alors, selon nous, là encore, c'est ce que je disais, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont toujours, ils ont toujours agi dans ce. Je ne fais que reprendre, hein, mais dans ce monde de clauses sectaire. Oui, bien sûr que c'est pas une frérisation, mais en tout cas, c'est une exclusion de tout autre courant politique qui aurait pu à un moment donné leur aider. Donc, en fait, ils se sont mis tout le monde à dos. Et déjà, ils devenaient de plus en plus impopulaires avec toutes les circonstances économiques qui ont été inventées, fabriquées ou survenues par l'État profond, mais en même temps, ils perdaient aussi leur popularité auprès des gens qui les soutenaient à un moment donné. Euh, donc, cette fascination, ici, si, c'est quand même Molsty qui a nommé Sissi. Je pense vraiment que les leaders pensaient que Sissi était. Il est conservateur. Sissi, c'est un bon musulman, selon comment il se présentait en tout cas. Et, Sissi se présentait en tout cas à ses frères musulmans comme s'il faisait partie d'eux, ou comme si... Donc oui, je pense que c'est comme ça qu'il a gagné leur confiance. Alors moi, j'ai des témoignages et des récits de vie d'autres acteurs qui ne sont pas forcément, enfin qui ne sont pas du tout frères musulmans, même des Nassériens, je me souviens très bien de ce récit où l'acteur, donc il était nassérien, lui me dit, mais cet homme est super intelligent avec les frères musulmans, il agit comme un frère musulman, avec les socialistes, il agit comme un socialiste, et avec les libéraux, il agit en tant que laïc. Et au moment de 2014, en fait, c'est sur ça, je pense, qu'il a joué. Hein. Il était aussi bien avec El Baradei, et avant la chute, il allait voir les frères musulmans. Et pendant le dialogue national, donc aussi, c'était des discussions. Donc, et puis, il faut dire que l'armée égyptienne tient aussi à cette image du bon musulman et ce conservatisme musulman. Donc, est-ce qu'ils ont été dupés par cette image? Je sais, peut-être, je ne sais pas. Je voudrais poser une question, si vous permettez. Entre Kefaya et le janvier 2011, il y a eu d'énormes manifestations, des grèves, des mobilisations dans tous les secteurs de l'économie égyptienne, vraiment une activité revendicative massive. Est-ce que, pour revenir à nos jeunes dont on a un peu suivi, bon, ils étaient des étudiants essentiellement, je pense, ceux-là, mais est-ce que, sans doute pas eux, mais j'imagine que des jeunes de cette époque-là, ils devaient être probablement, ils ont vécu ces manifestations, ces soulèvements, ces revendications syndicales importantes dans les usines et tout ça, qui ont précédé. Oui ou non? Ils étaient totalement absents et pris par leur propre agenda. Ouais. Alors, les acteurs, ils sont plus étudiants à l'époque où je les interroge. Hein. C'est déjà des gens mariés qui ont quitté déjà, ils sont restés des cadres responsables de l'action estudiantine, mais ils sont plus étudiants. Moi, je veux dire, à l'époque de ces grands... 2007, oui. Voilà, est-ce qu'ils étaient mêlés à ces mouvements sociaux? Oui, alors, et c'est là que commence la dissidence, en fait. Hein. C'est en 2007, hein, avec... comment il s'appelle? Donc, je ne sais plus, enfin, il y a eu, c'est avec le mouvement du 6 avril, et donc
en solidarité avec le mouvement ouvrier à Mahal que commence, et c'est là que commence vraiment la question qui nous sommes exactement. Voilà le train du changement qui arrive et nous, on reste à la méditation spirituelle et au changement intérieur. Et bien sûr hein, que ces jeunes, ils ont pris part, en tout cas au 6 avril, hein, il y avait beaucoup de frères musulmans, des gens de l'intérieur du mouvement comme nos acteurs qui sont restés, et, ou d'autres qui ont déjà fait acte de dissidence depuis 2007. Donc, ils ont rejoint, depuis 2007, ils ont rejoint ce moment de changement, mais plus encore, pas vraiment la question, enfin, il y en a qui ont rejoint la question syndicale déjà en 2007, et il faut dire aussi que le Parlement égyptien avait des réformes contre les syndicats, donc les ouvriers venaient manifester devant les députés des frères. Et là aussi, ces militants se sont demandé, ils avaient honte d'aller assister aux réunions de socialistes révolutionnaires de la gauche parce qu'ils se rendaient compte que finalement l'organisation était super capitaliste et qui ne représentait pas du tout les intérêts de la rue. Donc, c'est comme ça qu'ils ont aussi rejoint les autres revendications de la rue, mais c'est surtout aussi le gros moment aussi de la Palestine, mais le gros moment aussi, c'était l'arrivée de Baradei. L'arrivée de la Baradei aussi a attiré beaucoup de frères musulmans qui voulaient le changement, parce qu'il avait un vrai projet en 7 points et sur lequel il pouvait s'appuyer et partir dans la rue avec les autres militants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la répression aujourd'hui? Parce qu'on connaît la répression et l'emprisonnement massif des jeunes et désormais moins jeunes révolutionnaires, dont beaucoup sont en prison encore aujourd'hui. Quel est le positionnement aujourd'hui de ces jeunes gens qui voulaient le changement, mais à partir, disons, des frères musulmans, en gros? Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils existent dans la scène publique et politique? Ou ils sont eux-mêmes en prison? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison, et il y en a qui sont en exil. Donc, et devant cette répression, le moyen le plus sûr, c'est vraiment l'exil. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire en Égypte. Hein. On ne peut vraiment rien faire. La moindre tentative de s'organiser face à cette dictature, ben on l'a vu hein, avec l'emprisonnement de Ziad El Alimi, Hossam Mounnes et d'autres encore qui ont essayé de se réunir pour faire une liste à la législative et depuis 3 ans, ben, ils sont en prison. Donc, on y peut... Enfin, il n'y a plus de moyens. Il n'y a aucune ouverture politique, en tout cas en ce moment, pour qu'on agisse de la part de l'Égypte. Et à mon avis, c'est le moment de l'écriture de cette histoire. Et je pense que chacun d'entre ces acteurs sont bien sûr aux aguets d'une ouverture politique, mais ils essayent de se reconstruire dans d'autres réseaux et peut-être pas forcément dans d'autres causes. Mais il faut un peu figure de l'ancienne génération des années 70 qui a vécu aussi un verrouillage politique et qui a attendu très longtemps une ouverture de l'arène partisan et qui se sont réfugiés dans des ONG, dans des centres de recherche ou dans l'exil. Donc, à un autre niveau de degré beaucoup plus violent, j'ai l'impression que cette génération aussi essaye de se reproduire, en tout cas jusqu'à le moment d'une autre ouverture politique avec cette image. Donc,
par l'engagement dans d'autres formes de politique, pas forcément partisanes en Égypte.